Élèves de terminale S, bonjour. Troisième partie de la leçon sur les lois de Newton. Nous nous intéressons maintenant à la deuxième loi que nous énonçons et que nous appliquons au cas d'un projectile lancé dans le champ de pesanteur uniforme G. Nous avons gardé la deuxième loi pour la fin, car c'est la plus importante et la plus intéressante. La voici. Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures qui agissent sur le système est égale à la dérivée par rapport au temps du vecteur quantité de mouvement du système. Nous savons que le vecteur quantité de mouvement P est égal à mv, la masse du système multipliée par le vecteur vitesse du système, et nous reconnaissons ici la dérivée par rapport au temps d'un produit, donc c'est la forme uv', et donc nous trouvons u'v plus uv', c'est-à-dire dm sur dt v plus m dv sur dt. Comment s'écrit la deuxième loi si la masse du système est constante? Si la masse du système est constante, alors le terme dm sur dt, la dérivée d'une constante par rapport au temps, est nul. Dans notre expression, ce terme disparaît et donc nous obtenons une forme plus simple qui est somme des forces extérieures égale m dv sur dt. Oui, mais la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse, c'est le vecteur accélération. Et donc voici la forme de la deuxième loi de Newton qu'on rencontre le plus souvent parce que le plus souvent, la masse du système est constante. Mais, rappelez-vous, la deuxième loi de Newton, c'est somme des forces extérieures égale dérivée par rapport au temps du vecteur quantité de mouvement. Ça, c'est déjà un cas particulier. Nous étudions le mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. À quelles conditions pouvons-nous considérer alors le champ de pesanteur comme uniforme? Nous avons déjà évoqué cette question dans une leçon de première S. Vous vous souvenez peut-être qu'on avait dit qu'au niveau d'un lycée, par exemple, le champ de pesanteur était parfaitement uniforme, que c'était vrai aussi au niveau d'une grande ville. Vous voyez que tous les vecteurs G sont de même norme et parallèles entre eux, mais ce n'est plus vrai au niveau de la planète, où vous voyez que ce vecteur G ici est complètement différent de ce vecteur G là. Conclusion, on pourra considérer le champ de pesanteur G comme uniforme si la zone dans laquelle nous lancerons le projectile n'est pas trop étendue. Mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Vous voyez par exemple que dans chaque cas, nous lançons un objet depuis un point M0 avec une vitesse V0. Même chose, point M0, vitesse V0 et même chose. Et puis regardez, voilà, au ralenti. Vous voyez, on a lancé du point M0 avec la vitesse V0. Maintenant, on peut se dire qu'au lieu de lancer un projectile, on va en lancer plein les uns derrière les autres. C'est ce qui arrive ici. On lance des millions de gouttes d'eau les unes derrière les autres et on visualise mieux maintenant le chemin suivi par les projectiles. Le point M0 ici, la vitesse V0. Nous aurons besoin de l'angle alpha qui est défini comme l'angle entre l'horizontale et le vecteur V0. De plus, nous définissons le plan vertical qui contient V0. Bien entendu, on aurait pu faire la même chose ailleurs, comme par exemple ici. Tout ceci se passe dans le champ de pesanteur uniforme G. A priori, le mouvement est plan et on a bien l'impression, en regardant les jets d'eau, que la trajectoire est une parabole. Mais ceci reste à démontrer. Nous allons maintenant parler des conditions initiales, c'est-à-dire les conditions à t égale 0. Nous avons donc un référentiel solide muni d'une horloge auquel est attaché un repère O, X, Y, Z, un projectile qui va être lancé du point M0 et je vais donc en profiter pour définir le vecteur position initiale. Le voici, le vecteur OM0. Ce vecteur OM0, que je peux noter aussi OM de 0, c'est-à-dire le vecteur position à l'instant t égale 0, a pour composante x0, y0, z0. Je vais m'intéresser maintenant au vecteur vitesse initiale, c'est-à-dire le vecteur V0, que je peux noter aussi vecteur V de 0 égale vecteur V à t égale 0. Il a pour composante V0x, V0y, V0z. Tout ceci se passe dans le champ de pesanteur uniforme G. Voici donc la trajectoire suivie par le projectile à l'instant t égale 0, lancé avec la vitesse V0.
Pour simplifier les calculs, on va choisir le plan YOZ comme plan du mouvement puisqu'on suppose que le mouvement est plan. Et on choisit la position initiale comme origine du repère, donc le point O. On n'oublie pas l'angle alpha entre V0 et l'horizontale. Du fait, x0, y0, z0 valent 0, 0, 0. Voilà le vecteur position à l'instant t égale 0 et le vecteur vitesse à l'instant t égale 0. Puisque tout se passe maintenant dans le plan YOZ, la composante V0x du vecteur V0 est nulle et nous obtenons ceci. V0y c'est V0 cos alpha et V0z c'est V0 sinus alpha, V0 étant la norme du vecteur V0. Voilà ce qu'on appelle les conditions initiales, c'est-à-dire la connaissance de 6 nombres, 1, 2, 3, les 3 composantes du vecteur position à l'instant t égale 0, 1, 2, 3, les 3 composantes du vecteur vitesse à l'instant t égale 0. Ces conditions initiales sont très importantes, je vais donc toujours les conserver ici en haut à droite. Position du problème. Pendant le mouvement, le point M va donc occuper une infinité de points que je vais appeler les points MI. Considérons 2 points MI particuliers, le point S, c'est-à-dire le sommet de la trajectoire, et le point I comme impact, c'est-à-dire que j'ai lancé mon objet et il va retoucher le sol ici. Vous verrez que je pourrais facilement calculer la flèche, c'est-à-dire la hauteur h maximale atteinte par le projectile. Mais je pourrais aussi calculer la vitesse du projectile lorsqu'il passe au point S, Vs. Je pourrais aussi calculer la date de passage Ts au sommet, puis la vitesse juste avant l'impact, Vi, ainsi que la date de l'impact TI, mais je pourrais calculer la date de passage au point MI pour n'importe quel point MI, de même que la vitesse en n'importe quel point MI. Je pourrais également déterminer l'équation de la trajectoire, la portée du tir, c'est-à-dire la distance de O à I, etc., etc. Déterminons maintenant le vecteur accélération du système. Le système se trouve en un point quelconque, le voilà. Je m'intéresse en fait au mouvement du centre d'inertie, petit point jaune, de ce projectile. La masse du projectile, comme c'est pratiquement toujours le cas, est constante. Écrivons la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures qui agissent sur ce projectile, c'est donc m fois le vecteur accélération de ce même projectile. La somme des forces extérieures, c'est d'abord une force à distance, le poids. Au cours de son mouvement, le projectile est en contact avec l'air, il subira donc la poussée d'Archimède π et la force de frottement F. La poussée d'Archimède, c'est en norme le poids qu'aurait le projectile s'il était fait d'air. Autrement dit, cette poussée d'Archimède est négligeable. La force de frottement, qui est toujours opposée au vecteur vitesse et que je note petit f, est elle aussi négligeable parce que je considère que la vitesse atteinte au cours du mouvement n'est jamais très très grande. Et vous savez que cette force de frottement est d'autant plus grande que l'objet va vite. Nous obtenons donc simplement somme des forces extérieures égale le poids. Mais le poids, c'est mg. Cela signifie que A, l'accélération que je cherche, c'est g. Nous avons donc A égale g. A, c'est un vecteur de composante AX, AY, AZ, et g, c'est un vecteur qui a pour composante selon x 0, selon y 0, puisque c'est un vecteur vertical, donc la seule composante non nulle, c'est selon z, c'est moins g. Moins g, puisque le vecteur g est orienté vers le bas, et j'ai orienté mon axe OZ vers le haut. Maintenant que je connais les composantes du vecteur accélération, je vais rechercher les composantes du vecteur vitesse. Nous avons vu que les composantes du vecteur accélération sont égales aux dérivées par rapport au temps des composantes du vecteur vitesse. Autrement dit, ici, je fais l'opération inverse, je connais les composantes du vecteur accélération et je me pose la question, quelle composante du vecteur vitesse v faut-il dériver par rapport au temps pour trouver ces composantes de A, 0, 0, moins g. On va commencer par la première composante. Que faut-il dériver par rapport au temps pour trouver 0 ? Il faut dériver une constante, que j'appelle C1, puisqu'il y en aura plusieurs.
Intéressons-nous maintenant à la deuxième composante du vecteur vitesse. Que faut-il dériver pour trouver 0? Une nouvelle constante que je note, C2. Que faut-il dériver par rapport au temps pour trouver moins g? Moins gt plus une constante. Voilà mon vecteur vitesse, mais je ne le connais pas complètement, car je ne connais pas les constantes C1, C2, C3. Comment vais-je déterminer ces constantes? Tout simplement, je vais utiliser les conditions initiales. Le vecteur v de 0, c'est le vecteur vitesse à l'instant t égale 0. Je vais donc remplacer t par 0 dans l'expression de v de t que je viens d'obtenir. Je vais donc trouver C1, C2 et moins g fois 0, 0, plus C3, C3. Or, je connais le vecteur v de 0, le voilà, condition initiale. Autrement dit, je vais obtenir 0, V0 cos alpha, V0 sinus alpha. Et je connais donc par identification les trois constantes. C1 égale 0, C2 égale V0 cos alpha, C3 égale V0 sinus alpha. Et donc, voilà la version définitive du vecteur vitesse. C1, 0, C2, V0 cos alpha, moins GT, plus C3, V0 sinus alpha. Voilà le vecteur V de t. Nous allons maintenant déterminer le vecteur position OM de t. Nous avons le vecteur V de t, et bien le vecteur OM de t, on fait la même chose, attention, puisque les composantes du vecteur vitesse sont les dérivées par rapport au temps des composantes du vecteur position. Alors, quelles composantes du vecteur position faut-il dériver par rapport au temps pour trouver donc ces composantes de V? La première, c'est 4. V0 cos alpha est une constante, autrement dit, pour trouver la constante V0 cos alpha, il faut dériver V0 cos alpha fois t, plus une constante C5. Que faut-il dériver pour trouver moins GT plus V0 sinus alpha? Il faudra dériver moins 1,5 de GT2 plus V0 sinus alpha t plus constante C6. Voilà donc le vecteur position. Mais je ne le connais pas complètement car je ne connais pas les constantes C4, C5, C6. Mais grâce aux conditions initiales, je vais pouvoir les déterminer. En effet, le vecteur OM de 0, c'est le vecteur OM de t quand t vaut 0. Je remplace t par 0, donc c'est 4, V0 cos alpha fois 0, 0, c'est 5. Moins 1,5 de g fois 0 au carré, 0, plus V0 sinus alpha fois 0, 0, il me reste C6. Or, je connais ce vecteur à l'instant t égale 0, il est là, 0, 0, 0. Du fait, par identification, C4 égale 0, C5 égale 0, C6 égale 0, et je peux écrire la version définitive du vecteur position à l'instant t, 0, V0 cos alpha t, moins 1,5 de gt carré, plus V0 sinus alpha t. Voilà. Nous allons maintenant rechercher l'équation de la trajectoire. Voici le vecteur position OM de t et ses trois composantes, qui sont également x de t, y de t, z de t, que l'on appelle aussi les équations horaires du mouvement. Nous voyons que quel que soit t, x de t est nul. Le mouvement s'effectue donc dans le plan YOZ. Nous venons de montrer que le mouvement est plan. Par identification, nous avons y égale V0 cos alpha fois t. On en déduit que t est égal à y sur V0 cos alpha. Par conséquent, z, qui sera fonction de y comme nous allons le voir, vaut moins 1,5 de g fois t carré, c'est-à-dire cette expression au carré que voilà, plus V0 sinus alpha t, y sur V0 cos alpha. On trouve facilement que ça fait moins g sur 2V0 carré cos carré alpha y2 plus tangente alpha y. Nous obtenons donc z, fonction de y, égale ce terme-là, qui est une constante, fois y2, plus tangente alpha, qui est une constante, que j'appelle b, y. Et je reconnais là l'équation d'une parabole. Autrement dit, je viens de montrer que la trajectoire est une parabole. Voilà, la leçon continue sur 3.2.3.2. À tout de suite.